bienvenue dans Ça fait l'actualité, votre rendez-vous d'analyse des grands sujets qui interrogent notre société. Et aujourd'hui, un phénomène prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Il s'agit du coaching en ligne. Séduction, développement personnel, réussite. Des milliers d'internautes suivent chaque jour des conseils censés transformer leur vie. Mais derrière ces discours séduisants, une réalité plus sombre émerge. La pression mentale, l'emprise psychologique et même la manipulation. Alors, des pratiques qui, dans certains cas, peuvent dériver vers des formes de violence beaucoup plus graves. Assiste-t-on à l'émergence d'un nouveau type de violence invisible, facilitée par le numérique? C'est la question que nous allons décrypter ensemble avec notre invité, puisque ça fait l'actualité. Je vous le disais, le coaching en ligne séduit par sa proximité et son accessibilité. L'affaire Coach Mehdi, si vous vous souvenez, largement relayée sur la toile ivoirienne il y a quelques semaines, a mis en lumière des accusations troublantes, des relations construites sous influence pouvant aller jusqu'à des violences sexuelles. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a même condamné les actes dans un communiqué. Cette affaire révèle-t-il un phénomène encore peu encadré? Pour mieux comprendre, je vous propose de suivre ce reportage. On m'a toujours connu comme ça. C'est l'une des trouvailles en vogue sur le méta. Le coaching, une vocation en plein essor sur les réseaux sociaux. Hommes et femmes abordent généralement tous les sujets. D'ailleurs, il y en a de toutes les catégories. L'on peut citer coach de vie, matrimonial, sportif, en éducation financière, en développement personnel, en entrepreneuriat, en amour et en business. Ils sont écoutés et suivis par des millions de followers. L'on distingue 3 styles: inspirant, provocateur et expert. Ils surfent également sur le buzz pour alimenter leur contenu. Qualifiés de donneurs de leçons, beaucoup sont sujets à scandale à l'image du coach Mehdi. L'affaire éclate en avril 2026. Il est accusé d'agression sexuelle et de viol sur plusieurs jeunes femmes. Coach Mehdi aurait abusé de plus d'une centaine de jeunes filles. Sur plusieurs panels, les témoignages se suivent et se ressemblent. Des accusations qui jettent davantage le discrédit sur cette activité. Pourtant, plusieurs coachs, diplômés ou pas, impactent positivement leurs abonnés. Ils guident, orientent et conseillent. En 2019, selon un sondage des experts du milieu, ils étaient au nombre de 1300 coachs recensés, certains diplômés et d'autres pas. À l'instant, Davy Soyo qui dressait le tableau du coaching sur Internet en Côte d'Ivoire. Et avec moi pour en parler, Ghislain Koulibaly, sociologue spécialiste en genre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Matékis. C'est une joie de vous recevoir sur ce plateau une fois le plaisir est partagé. Pour commencer, Ghislain Koulibaly, comment expliquer la montée en puissance du coaching sur Internet ici en Côte d'Ivoire? Avant de parler de cette prolifération de coachs sur Internet, il me plaît de rappeler simplement que le coaching, c'est véritablement un métier. Donc, c'est un métier qui repose sur un cadre théorique, un cadre pratique, un cadre éthique, et donc qui est régi par des règles. Et justement, on ne peut pas s'improviser coach. Moi, je parle de coaching professionnel. Et donc, le coach, c'est celui qui peut être positionné comme un individu qui va accompagner une autre personne ou un groupe. Ça peut être une entreprise, ça peut être un dirigeant. Et donc, le coach, c'est celui qui accompagne, c'est celui qui guide, c'est celui qui n'impose pas, puisqu'il ne trouve pas de solution, mais il va mobiliser les ressources en interne à partir de son parcours, de sa trajectoire, pour pouvoir créer cette autonomie chez celui qui bénéficie de coaching. Un coach qui a fait une formation, celui qui a fait une formation. Absolument. Absolument. Je parle pas des coachs autoproclamés coachs, mais je parle des coachs qui ont suivi un parcours de formation et de transformation pour bénéficier justement des valeurs de ce métier. Et je peux chuter pour dire que le coaching change des vies. Le métier de coach apporte une plus-value parce qu'elle arrive à autonomiser justement celui qu'on suit. Parce qu'effectivement, le coach est dans une position d'influence. Bien entendu, il y a 2 alternatives. Il
veut être dans une dynamique d'autonomisation, en ce moment-là, c'est un levier d'autonomisation. C'est-à-dire, il va créer les conditions pour que celui qui bénéficie du coaching puisse lui-même prendre sa vie en main et prendre des décisions en toute responsabilité. Mais lorsqu'il n'est pas levier d'autonomisation, il peut devenir un acteur de domination. Et s'il devient acteur de domination, il va mettre en perspective les rapports de pouvoir. Donc, on peut aller à la manipulation, au contrôle et donc à toute forme de dérive. Et justement, comment on va expliquer cette prolifération? Alors, pour répondre à votre question, effectivement, de plus en plus, on constate cette prolifération de coachs sur Internet, donc sur le méta. Je pense que l'une des hypothèses plausible pour moi, sociologue, c'est la faillite de certaines de nos institutions. Vous savez qu'aujourd'hui, on a une perte de vitesse de nos institutions, notamment la cellule familiale. Lorsqu'on a une cellule familiale en crise, on ne se retrouve plus dans cette cellule familiale qui était censée justement nous apporter autrefois cet encadrement, ce coaching. Vous avez également les autorités traditionnelles et les guides religieux qui sont également en crise. Je parle bien d'agents de socialisation. Ce sont des institutions traditionnelles qui jouaient leur rôle dans l'encadrement des comportements en société. Malheureusement, avec cette mondialisation, cette globalisation, cette modernisation de nos sociétés, on constate une crise de confiance entre les individus, les groupes d'individus et ces institutions traditionnelles que sont la cellule familiale, que sont les guides traditionnels, les guides religieux. Et si je vais plus loin, l'école, aujourd'hui, malheureusement, offre des solutions insuffisantes. Est-ce que la perte de vitesse de ces institutions que vous venez de citer est la conséquence peut-être des violences auxquelles nous assistons aujourd'hui sur Internet, qui sont liées au coaching, bien sûr? Non, moi je parlerais plutôt de crise de repères. Nous sommes véritablement dans une ère qui est caractérisée par cette crise de repères. Et ces repères-là, c'était effectivement la famille, l'école, les guides religieux, les guides traditionnels, même nos institutions étatiques incarnaient justement cette légitimité-là. Malheureusement, lorsqu'il y a une crise de confiance, un affaissement, je veux dire, de la confiance, on va constater une montée en puissance de ces coachs qui vont venir envahir Internet simplement parce que il y a si vous voulez, une prise de pouvoir par ces autorités émergentes. Parce que les premières autorités traditionnelles, malheureusement, sont en pleine décadence. C'est une crise de confiance au sein de notre société. Et vous l'avez vu dans le reportage qu'on a suivi tout à l'heure de Davis Soyo, on a vu plusieurs catégories de coachs. Finalement, avec la définition que vous avez donnée, on ne sait pas si certains ont fait des formations ou pas. Mais revenons sur cette affaire qui a remué la toile et qui a fait même parler dans un communiqué le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, l'affaire coach Mehdi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on va dire, amplifient cette influence. Qu'est-ce qu'il faut craindre? Alors, comme je le disais à l'entame, il y a eu un glissement. Vraisemblablement, il y a eu un glissement. Le coaching, qui est censé être un levier d'autonomisation, a glissé pour devenir, ici dans le cas de l'affaire Mehdi, un agent de domination. Donc, vous allez vous retrouver avec des coachs qui ne sont pas certifiés, des coachs qui n'ont pas suivi de formation et donc qui ne maîtrisent pas les cadres théoriques. Ils ne maîtrisent pas l'éthique du métier et ils vont, en tant qu'hommes, par exemple, ils vont reproduire des inégalités, des croyances. Ça, c'est le coaching en amont, parce qu'il y a plusieurs... Effectivement, c'est-à-dire c'est vraiment de la manipulation, c'est du contrôle, c'est la production de certains types de violences, notamment les violences psychologiques, qui sont très invisibles avec des impacts réels sur les victimes. Et c'est pour cette raison que le gouvernement
à travers le ministère de la Femme, Famille, Enfants, qui a le lead sur la question du genre et donc des violences basées sur le genre, monte au créneau pour rétablir les faits. Parce que justement, aujourd'hui, le ministère, c'est tolérance zéro contre toutes les formes de violences basées sur le genre dans notre pays. Dites-nous, Ghislain Coulibaly, comment ces coachs généralement construisent leur crédibilité? On a parlé d'influence. Oui, souvent. Certains qui n'ont pas forcément fait la formation en coaching, que ce soit en amour ou autre. Mais comment ils arrivent à construire leur crédibilité au point Alors, de je pense que dans la crédibilité, il faut regarder le public cible. Quelle est leur cible? Leur cible, ce sont des personnes vulnérables, des personnes qui sont en quête d'identité. Je veux parler, par exemple, de la jeunesse. Quête d'identité. Vous allez prendre, par exemple, les filles, les jeunes filles, les femmes qui vont se retrouver enfermés dans des vulnérabilités liées aux normes qui les encadrent, les hommes qui sont dans leur masculinité toxique. Donc, leur public cible n'est pas un public neutre, c'est un public qu'ils ciblent à cause de leur vulnérabilité. La deuxième chose que je peux dire, c'est qu'ils vont surfer, par exemple, sur des histoires, storytelling qui vont créer pour montrer leur réussite. Donc, ils peuvent surfer sur leur réussite, ils peuvent surfer sur, sur leur positionnement d'influence, surtout sur Internet, sur la toile. Et donc, ils utilisent toute forme de levier pour pouvoir créer cette dynamique interactive, positive, entre les followers et leur positionnement en tant que coach. Et quelles sont les violences fréquentes liées à ces dérives, généralement? Alors, la première des choses qui me vient à l'esprit, ce sont les violences psychologiques. Les violences psychologiques sont des violences vraiment invisibles. Et ces violences-là, c'est vraiment dire, par exemple, tu es une femme, et ce n'est pas sûr que tu y arrives. Donc, on va travailler sur la dévalorisation de l'estime de soi. Donc, on va dévaloriser ton estime de soi au point où tu vas développer une sorte de dépendance vis-à-vis du coach. Voyez-vous, le coach ne trouve pas de solution. Le coach, c'est un guide. C'est quelqu'un qui accompagne. Mais il n'a pas le droit d'aller vers le contrôle de la vie de celui qu'il suit. Voyez-vous, ça c'est une dérive. Il n'a pas le droit de manipuler, c'est une dérive. Et donc, on peut avoir des violences psychologiques, on peut avoir également, en termes de violence, des violences physiques, puisque on va quitter... Oui, j'allais demander à quel moment on passe de l'emprise à des violences physiques ou même sexuelles. Mais oui, ce qui se passe, c'est que le coach va construire une relation de confiance dès le départ. Parce que justement, la personne est vulnérable, la personne va être attentive à tout ce que le coach dit, et du monde virtuel, on va passer au monde physique juste avec un rendez-vous. Et donc, lorsqu'on est dans un rendez-vous, et donc là, c'est une relation physique. Et dans la relation physique, il va continuer d'inspirer confiance jusqu'à ce qu'il développe une sorte d'abus. Donc, ça peut être un abus sexuel, ça peut être des agressions physiques, voyez-vous, ou des agressions psychologiques. En réalité, sont des agressions ou des violences psychologiques et émotionnelles qui vont toucher l'estime de soi, qui vont toucher la confiance en soi, et ça va développer une sorte de dévalorisation de l'estime de la personne, et cette personne-là pourrait être exposée à la dépendance. Au lieu d'être autonome, elle sera plutôt dépendante. Pensez-vous que l'affaire coach Mehdi révèle un phénomène plus alarmant avec toutes ces dénonciations ou ces actes qui ont été dénoncés sur Internet et tout ça? Je pense que cette affaire vient encore mettre
le doigt sur une problématique qui est connue. Vous savez que lorsque vous référez à la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire, nous avions 6 types de VBG, notamment les violences physiques, coups et blessures, les cas de viol, les cas de mariage précoce ou mariage forcé, les cas d'agression sexuelle, y compris les mutilations génitales féminines, les cas de déni de ressources, d'opportunités de services et les violences physiques. Il n'y avait pas de violence numérique. Et donc aujourd'hui, avec tous les cas qui sont dénoncés par la PLCC, qui sont enregistrés au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, je pense que c'est un défi contemporain, c'est un défi nouveau. On parle de cyberviolence, on parle de violence numérique, et ces violences numériques-là constituent juste un exutoire. C'est-à-dire c'est cette masculinité toxique, cette féminité toxique qui va encore se retrouver, et donc c'est un levier de reproduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Et puisqu'on on parle de dispositif global de lutte contre les violences dans leur entièreté, quand on regarde l'évolution donc du phénomène, on a l'impression que, vous l'avez dit, la loi n'encadre pas suffisamment ces pratiques sur Internet. Alors, nous pensons que dans tous les sens. Nous avons un code pénal. Le code pénal, il existe. Le code pénal de 2019, c'est un code pénal qui est suffisamment précis. Ça prend en compte le volet numérique? Non, ça prend en compte le volet numérique. Seulement, nous disons que c'est dans la stratégie qu'il va falloir codifier. Sinon, la loi réprime toutes les formes de violence. N'oublions pas qu'au niveau de la PLCC, c'est qualifié d'incivisme numérique. Et donc, ces cas-là sont enregistrés au niveau de la PLCC. Mais ce que moi, je dénonce, peut-être que c'est la faible culture de dénonciation. Justement, parce que jusqu'à aujourd'hui, pour la même affaire, selon les dernières informations qu'on a reçues du ministère, qui avait produit le communiqué qui demandait aux victimes de dénoncer, il n'y avait aucune dénonciation. Pourtant, il y a des dénonciations sur Internet. Qu'est-ce qui explique ce fossé-là? On dénonce sur Internet, mais on ne dénonce pas auprès des autorités compétentes. Alors, vous savez qu'il existe des agents de socialisation. Je vous ai dit que la socialisation dès l'enfance a un impact sur le fait de dénoncer ou pas, parce que ce n'est pas neutre. Voyez-vous, on n'a pas la culture de la dénonciation. Aujourd'hui, c'est un effort qui a été fait en synergie avec tous les acteurs. Aujourd'hui, la culture de la dénonciation prend forme. Vous savez que nous sommes en 2026, on a plus de 10 000 cas de VBG qui ont été enregistrés, mais ce sont des cas qui ont été dénoncés. Et donc, si on se retrouve sur Internet à dénoncer, il faut être responsable et aller dénoncer auprès des autorités compétentes. Aujourd'hui, tous les commissariats de Côte d'Ivoire, si ces commissariats n'ont pas des bureaux d'accueil genre, il y a toujours un point focal. Donc, le point focal genre dans un commissariat, il est compétent pour recevoir les plaintes liées aux violences basées sur le genre. En milieu rural, vous avez les brigades de gendarmerie qui sont également des dispositifs de prise en charge des plaintes au niveau rural. Mais à côté de tout cela, il y a des guichets de vulnérabilité que sont les centres sociaux. Les centres sociaux sont des guichets de vulnérabilité qui vont également permettre d'aller faire cette écoute et prendre en charge la plainte et faire le référencement ou le contre-référencement. Donc pour nous, il faut encore travailler, sensibiliser pour que cette dénonciation-là devienne réalité. C'est vrai que le curseur a bougé, mais il faut encore continuer là. Alors, je veux rappeler, comme je l'ai dit, puisque l'information est évolutive, dans cette affaire toujours, Coach Mehdi, qui a révélé pas mal de violences psychologiques sur Internet et même des violences sexuelles, il y a une dizaine de victimes qui ont pu quand même appeler le ministère sur une centaine
Je pense que c'est quand même minime, mais bon, il y a eu quand même dénonciation. Donc, pour revenir à cette culture de dénonciation, est-ce que peut-être c'est pas soit le manque de preuves palpables, parce que quand vous arrivez devant une juridiction, on vous demande de fournir quelques preuves, pas seulement sur votre parole, mais au moins quelque chose qui démontre aussi. On prend votre témoignage, Oui. c'est clair, mais on peut demander quand même quelques preuves, n'est-ce pas? Oui, c'est une hypothèse. Effectivement, si elles n'ont pas pu documenter, c'est possible que pour faute de preuves, elles ne veuillent pas dénoncer. Mais moi, je pense plus à la stigmatisation. Parce que quand vous allez dénoncer, je vais dire, c'est encadré par certaines règles. Mais beaucoup de personnes ont peur d'être stigmatisées, d'être ostracisées, in fine. Et donc, pour nous... Avec toutes les sensibilisations qu'on fait au quotidien. C'est pas toujours partout. évident. C'est pas toujours évident parce que lorsque tu as été victime, par exemple, d'une agression sexuelle, tu n'aimerais pas que toute la communauté le sache. Et donc, aller dénoncer, c'est s'exposer à la sanction sociale. La sanction sociale, c'est de dire, qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Au lieu de condamner celui qui a été auteur, mais vous savez... Oui, il y a eu des commentaires sur cette affaire. Il y a eu des commentaires machistes, des commentaires ce sens. toxiques. Et ces commentaires-là, malheureusement, ce sont des commentaires qu'il faut fustiger. Et donc, pour moi, cette faible culture de la dénonciation, elle existe simplement parce que nous sommes dans une société qui est caractérisée par la loi de l'omerta. C'est la culture du silence. On ne dénonce pas. Et qui plus est, quand tu dénonces, tu es victime de raillerie, tu es victime de stigmatisation. Au lieu de prendre en charge, je veux dire, la personne et aller jusqu'au processus de réintégration dans sa cellule familiale et dans la communauté, on aura plutôt tendance à l'exclure, à l'ostraciser. Et donc, si on se met dans ce registre, les victimes ou les survivantes ont beaucoup peur d'être stigmatisées. Dans ce genre d'affaires, quel devrait être le rôle des plateformes numériques selon vous? C'est vrai qu'il y a des recours physiques, je vais dire ça comme ça, vers lesquels les victimes peuvent aller, mais si l'affaire est déjà sur la toile, quel devrait être le rôle des plateformes numériques? Alors, ce que nous constatons, c'est qu'il y a véritablement un manque de régulation, une absence de régulation sur Internet et sur le méta. Il y a vraiment une absence de régulation. Et c'est cette absence de régulation qui fait que, justement, on peut se retrouver avec des comportements toxiques qui vont impacter et qui vont aller jusqu'à des dérives. Parce que vous constaterez qu'il y a des impacts au niveau individuel, il y a des impacts au niveau social et il y a justement une prolifération de ces violences qu'on a appelées violences numériques ou cyber-violences. Que faut-il faire alors? Non, mais il faut que il faut qu'on régule. Il faut qu'on régule davantage. Et au niveau du gouvernement, il y a toute une stratégie qui est mise en place avec des acteurs qui ont des responsabilités. La PLCC veille au grain, mais nous avons au niveau du ministère de la Transition numérique une stratégie nationale qui existe et qui a été faite avec une composante en lien avec la promotion du genre et la lutte contre toutes les formes de violence numérique. Et donc, on régule les commentaires, on régule le coaching en ligne, on régule... Il faut réguler, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas suivre, je vais dire, minute par minute, les contenus des coachs. C'est ce qui rend la tâche ardue. Oh, ils ont pas mal d'influence, on l'a dit, des millions d'abonnés. C'est effectivement ça, parce qu'aujourd'hui, comme ils ont de l'influence, comme ils ont de la visibilité, certaines personnes vulnérables vont s'abreuver à ces savoirs qui ne sont pas toujours structurés, ces savoirs qui ne sont pas certifiés. Et donc, généralement, ils vont vendre des antivaleurs, ils vont reproduire des valeurs qui vont enfermer les hommes dans cette masculinité toxique et les femmes dans cette sorte de rôle reproductif, rôle communautaire. Et donc, c'est des femmes qui sont dans le service. Ils vont amplifier ces inégalités. Et donc, pour nous, il faut effectivement que tous,
nous soyons responsables. Oui, il y a une campagne depuis des années, mais il faut maintenant passer à la sanction. Il faut sanctionner. Tolérance zéro, c'est application de la loi sans embâche. Il faut sanctionner. C'est vrai qu'on sensibilise, mais il faut passer à la sanction effective. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Quels sont les signes d'alerte face à un manipulateur sur Internet? Alors, un manipulateur sur Internet, surtout dans le registre du coach, il faut faire attention parce que le coach, il n'impose pas, le coach, il guide. Donc, dès l'instant où il commence à vous imposer, il vous trouve des solutions, ça veut dire qu'il n'est pas dans le rôle de coach qui va vous aider à aller vers l'autonomisation. Il est juste dans un registre de manipulation, de contrôle et donc de domination. Il n'y a pas d'autres indices Alors, tout dépend, ça dépend. Est-ce que, au-delà de la toile, est-ce qu'il fait intrusion dans votre téléphone à des heures tardives? Je pense qu'il faut regarder aussi les horaires où on a des messages. Et puis, lorsqu'il vous donne des rendez-vous, alors qu'il n'est pas un coach professionnel avec un cabinet et autres, je pense que ça doit alerter tout de suite. Parce que malheureusement, le monde virtuel est un monde qui ne fait que reproduire ce qui existe dans le monde physique. On a parlé aux victimes, on parle aussi aux institutions, de leur entièreté, les parents, très rapidement. Alors, je pense que les parents doivent redoubler de vigilance. Parce que malheureusement, la cellule familiale aujourd'hui est en crise. Ce n'est un secret pour personne. Il faut que les cellules familiales jouent leur rôle en encadrant les enfants. Même si les enfants ont des smartphones, il faut chercher à savoir qu'est-ce que ton enfant fait sur le smartphone. Merci beaucoup à vous, Ghislain Coulibaly. Je rappelle, vous êtes sociologue, spécialiste genre. Merci donc pour cet éclairage sur le sujet. Coach en ligne et ses revers qui aboutissent bien évidemment sur les violences psychologiques énormément invisible. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de Ça fait l'actualité. Le coaching en ligne en pleine expansion n'est pas sans risque, on l'a vu, puisque ces accompagnements peuvent parfois cacher des mécanismes d'emprise aux conséquences graves, comme l'a rappelé Ghislain Coulibaly, notre invité. Et ces violences invisibles doivent être mieux reconnues, encadrées et combattues. Merci à la régie, merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Ça fait l'actualité.